Bonjour Benoît Asselin. Ah, bonjour Richard. Merci de nous accueillir, Francophonie Amérique, ici à Mirabel, au Salon du Livre 2025. Vous avez fait plein de livres, mais on ne commencera pas par parler des livres, on va d'abord parler de votre parcours absolument formidable. À 17 ans, vous quittez la maison. Qu'est-ce qui se passe? En fait, toute ma jeunesse, j'ai rêvé d'aller explorer le monde. Je viens d'une période où ça prenait un timbre sur une carte postale pour dire de nos nouvelles. Les téléphones intelligents n'existaient pas. Alors, dès que j'ai pu quitter la maison, je l'ai fait. Alors, à 17 ans, avec une permission spéciale, je n'avais pas 18 ans. Alors, je suis parti au Guatemala. Alors, c'était mon premier voyage, ma première exploration. Pourquoi le Guatemala? C'était probablement, de mémoire, c'était en février. Alors, probablement que le soleil était une bonne raison. Mais c'est un choc culturel que j'ai eu dès l'arrivée là-bas, parce que en 1979, le gouvernement était pris avec une révolution autochtone, les Premières Nations du Guatemala. Et le gouvernement était supporté par les États-Unis et ils ont éliminé, je dirais, jusqu'à 20 000 Premières Nations. Oh là! 20 000 personnes. C'est pas bien connu, ça. Je vous dirais, à 18 ans, 17-18 ans, c'est un choc. On n'est pas habitué à ça dans un pays. J'étais né à Laval, alors c'était... Wow! Et qu'est-ce que vous vouliez faire là-bas exactement au Guatemala? Je l'ignorais totalement. Hein? Je l'ignorais totalement. On arrive, puis on improvise, on se laisse aller sur l'air d'aller. Je connaissais les grands sites du Guatemala, comme le lac Antigua, qui est une ville universitaire, le lac Atitlan. Et puis, quand je suis arrivé au lac Atitlan, c'est en altitude. Et je ne savais pas, mais il faisait tellement froid que j'ai quitté pour aller sur le bord de la mer à Champérico. Et là, j'ai découvert je me suis fait des amis qui sont devenus une famille. Encore aujourd'hui, vous êtes toujours en contact? Non, on n'est pas en contact, mais c'est ces gens-là que j'ai rencontrés. C'est dans le cœur, en tout cas. Oui, mais ces gens-là que j'ai rencontrés, il y avait des Français là-dedans. Ouais. Et qui m'ont invité dans le nord, en Normandie, en nord de la France, et je suis allé quelques mois après. Eh bien, c'est un super contact que vous avez fait, un endroit que vous n'aviez pas prévu du tout, là. Non. Ouais. Vous êtes un homme libre. Oui, oui. Qui aime la nature. Oui. On en parle tout de suite. La nature, pour vous, c'est quoi? Écoutez, la nature, c'est le choix que j'ai fait très jeune pour me payer une sorte de liberté. Alors, c'est de la liberté de choisir avec qui je veux travailler. Alors, sur la cueillette des fruits en maraîcher ou aller planter des arbres. Ce que vous appelez, vous, la vie de bohème, là? Oui, c'est une vie de bohème. Pas celle des villes, la bohème dans la nature. Oui, c'est ça. Alors, j'étais un affranchi, je pouvais dire oui ou je pouvais dire non à mon employeur. Et donc, mais au Guatemala, vous avez travaillé quand même? Non, au Guatemala, j'ai pas travaillé du tout parce que travailler au Guatemala, il m'aurait donné 25 cents par semaine. Alors, j'avais quand même des économies parce que j'avais quand même travaillé en été. Ouais. Et c'est ça. Quand je suis revenu du Guatemala, j'ai tellement aimé ça que je me suis trouvé un boulot pour partir en France quelques mois après. Allez rejoindre vos amis, vous avez Aller rejoindre mes amis. Okay. Et je suis resté quelques semaines avec eux autres. Eux autres étaient occupés, ils avaient leur métier, leur job. Et puis, j'ai quitté, j'ai traversé toute l'Europe pour me rendre en Afrique du Nord. C'est-à-dire en Afrique du Nord, Alors, Maroc, Algérie, Tunisie. Est-ce que vous avez travaillé là-bas? Non, j'ai jamais travaillé à cette période-là. Oui. Je ne savais pas que je pouvais travailler. Ah bon? Alors, je revenais, quand je suis revenu Oui. au Québec, je me suis trouvé un emploi d'éducateur dans une école primaire. Et ça m'a permis d'avoir des gains substantiels pour partir et jamais revenir. Pourtant, vous êtes revenu. Et pourtant, je suis revenu. Donc, une jeunesse marquée par le voyage. Vous décidez de quitter le Québec à un moment donné pour retourner, mais là, dans d'autres pays encore une fois. Oui. Là, cette période-là, c'est vraiment un décrochage de mon milieu. Alors là, j'ai débarqué à Paris, j'ai pris un train jusqu'à Bruxelles, j'ai débarqué dans le Moyen-Orient pour finalement atterrir à Bangkok en 1982 de mémoire, donc 6 ans à la suite que les Américains ont laissé le Vietnam. Alors il y avait encore des militaires à Bangkok et
On est arrivé, là, c'est un choc culturel total, là, parce que là, l'Asie, on ne connaissait pas ça. On ne savait même pas qu'est-ce qu'ils mangeaient, puis de quelle façon il fallait les aborder. Juste l'exercice de prendre un hôtel puis d'enlever ses souliers avant d'entrer, le signe de politesse en Asie, on n'était pas habitué à ça. Fait que quand on rentrait avec nos souliers, il y avait toujours la vieille dame, la grand-mère, qui, avec sa baguette, elle nous tapait les chevilles pour qu'on enlève nos souliers. Oui. On s'habitue, j'imagine. Ouais, rapidement. Ça, on va se faire une fois seulement. Dans cette période-là, est-ce qu'il y a un pays qui vous a marqué, des coutumes qui vous ont touché? En fait, tous les pays, en général, chaque pays, c'est sa propre culture. Donc, on est confronté à la nôtre par le biais de la leur. En Asie, les gens ne se touchent pas. Alors, si je vous disais que les gens, pour saluer, ne se serrent pas la main en disant bonjour, ils joignent les mains ensemble et ils font le salut à l'asiatique. Ils se touchent jamais à l'épaule ou à un bras. Moi, Comme on fait spontanément. C'est ça. Moi, je suis porté à toucher les gens pour connecter. Et ça, ils n'aimaient pas beaucoup ça. Fait que l'Asie, c'était ça. OK. Donc, est-ce qu'il y a un pays en Asie en particulier qui vous a touché? Ben, à l'époque, en 1982, la Thaïlande. La Thaïlande. Je suis retourné 5 ans après. Et là, j'étais déçu parce que en 82, il n'y avait pas beaucoup de tourisme. Et en 5 ans après, c'était rendu une industrie importante. Qu'est-ce qui vous attirait particulièrement en Thaïlande? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial qui vous retenait, là? La différence, je pense. Je pense que la différence, une sorte de paix et de générosité des Thaïlandais. Et l'alimentation, je suis un gourmand. Ah! Alors, vous savez, tous les restaurants qui existent en Amérique maintenant, les restaurants thaï. Oui. Et, grand succès. Alors, moi, je l'ai goûté avant qu'il y ait eu des restaurants ici. Finalement, vous êtes revenu au Québec. Est-ce que je suis revenu au Québec? En fait, je suis revenu en France. Ah, vous êtes revenu? Je suis jamais revenu au Québec. Quand je suis parti en Asie, je suis revenu, on avait un vol de retour. Je dis on parce qu'on était des copains. Hein? Oui. J'avais des copains. Et puis, je suis revenu à Paris avec 2 $ dans les poches. Pas de billet de retour. Là, il fallait travailler, là. Alors, j'avais un ami que j'avais rencontré en voyage qui habitait dans le Tarn-et-Garonne. Oui. Alors, c'est dans le sud, ça. Oui, c'est le grenier alimentaire de la France, là, les fruits, tout ça. Oui. Et c'était ma première réelle expérience en maraîcher. Alors, on cultivait le chasselas doré de Moissac, un petit raisin doré. Oui. Hein, c'est des perles très, très chères. Ça sert pour le vin, ça? Non, c'est le raisin de table. D'accord. Mais très, très recherché en France. Okay. On n'en a pas ici parce que la culture est limitée. Ici, il y en a. Vous allez vendre vos boucles d'oreilles et vos montres. Anyway, tout ça pour dire que j'ai réussi à trouver un emploi, un logis. J'ai donc logé nourri. Et donc, logé nourri, il nous donnait comme 200 $ de mémoire, 200 $ par semaine. Oh, c'est bon, quand donc, même. on mettait à peu près 150 $ par semaine en banque, puis 50 $, ben, on le buvait le samedi soir. On avait une journée de congé par semaine. Oh, quand même, 6 jours de travail. Oui. Mais parlez-nous du retour au Québec. Alors, quand est-ce que vous êtes devenu reboiseur? Ah, d'accord. Mais non, on est obligé de sauter des étapes parce que, on avance. Alors, je reviens d'un long voyage en Amérique du Sud, un voyage de 2 ans. Incroyable. Et je débarque au Québec avec plus rien. Plus rien. Alors, je suis hébergé par un copain. Je n'ai même pas le moyen de payer un loyer. Et ce copain-là, il me dit, écoute, j'ai des amis de l'Ouest qui viennent partir une entreprise de reboisement au Québec. Alors, j'ai tout de suite appelé et j'ai été engagé sur le champ. Alors, ça a commencé comme ça. J'ai planté des arbres en Abitibi. Racontez-nous ça, c'est incroyable. Alors, c'est ça. J'ai planté des arbres j'oublie le genre, dans le coin de Saint-Michel-des-Saints, en premier lieu. Ensuite, je suis allé en Abitibi. Mais quand les maringouins sont partis avec mon lunch, j'ai décidé d'aller travailler près de l'Ontario sur la Green Belt, qui s'appelle la ceinture verte, où il fallait reboiser des grandes surfaces pour ensuite débarquer en Colombie-Britannique. Et ça, c'était payant, ça. Et en Colombie-Britannique, là, c'était bien plus que payant. Il n'y a pas de maringouins. Parce que les maringouins se développent dans les marais. Le Québec, c'est un marais. Tandis que les pentes, les vallons, l'eau, elle circule. Il y a beaucoup moins de maringouins dans le sud de la Colombie-Britannique. Et nous, on était payés au rendement. Et les prix au rendement étaient de loin supérieurs au Québec. Eh bien.
Donc, là, vous étiez vraiment dans la nature, là, quand vous étiez... Là, on est en région éloignée, parce que ouais. les récoltes forestières, ils se font pas en banlieue des villes, là. Alors, c'est toujours en région éloignée. Des fois, il fallait conduire 100, 200 km. Je suis même allé planter jusqu'en Alaska. Pour vous dire, oui. là, et là, il n'y a pas beaucoup de monde, là, à part des ours, des grizzlies, des orignaux. Vous plantiez quoi en Alaska, quand même? Essentiellement, on refaisait pas l'écologie, là, parce qu'on travaillait pour l'industrie forestière. Alors, quand les autres ils venaient récolter l'essence qu'ils désiraient, ils nous faisaient remplacer, replanter par une essence qu'ils voulaient récolter dans 60 ou 100 ans. Alors, on a planté surtout des conifères, du pin, du cèdre, de l'épinette, surtout des conifères. Juste dans le sud de l'Ontario, on a refait vraiment des écosystèmes avec des robiniers, des tilleuls, des érables, toutes sortes de feuillus. Le but n'était pas pour les récoltes. Parlons maintenant de la raison pour laquelle vous avez rencontré. Les livres! Oui, Hein? alors... Vous avez publié toute une panoplie dans différents domaines. Oui. On va parler un peu rapidement de tout ça, puis il y en a un sur lequel on va s'arrêter un petit peu. Oui. Mais parlez-moi un peu de vos livres qui touchent justement... Alors, étant donné que je suis formé en horticulture, c'est sûr qu'il faut que je parle du métier. Alors, un auteur qui ne parle pas de son métier, c'est difficile. Alors, c'est sûr que je parle de l'environnement. Je parle pas des plantes comme telles, mais le végétal est au centre du propos. Et alentour, toute la banlieue du végétal, si vous voulez, je parle de la température, de l'eau, des sols, de l'ombre, du soleil, du climat, des changements climatiques également. Alors, c'est un propos ludique, parfois poétique, parfois scientifique sur l'environnement. C'est accessible à tout le monde parce que je l'ai enseigné et j'ai cette capacité-là de vulgariser le propos. C'est clair. J'ai vu l'affluence à votre kiosque. Là. Il y avait beaucoup d'intérêt pour la production de vos livres. Oui, les gens sont curieux de l'environnement. Et c'est plutôt des livres que les gens achètent pour les offrir. Parce que c'est pas comme un roman où le sujet pourrait être plus personnel. Les livres sur l'environnement, les gens les offrent. Ils connaissent un oncle, un cousin, une sœur. Qui apprécie. Alors, je signe des livres au nom d'une sœur, d'une cousine, quelque chose comme ça. En parlant de livres qui sont plus proches du littéraire, il y a le bouquin que vous avez dans les mains en ce moment. Oui, alors ça s'appelle Les versants d'épilobe. Oui. L'épilobe, c'est une plante pionnière. C'est une plante qui fait à peu près 2 mètres de haut. Et c'est une plante pionnière dans le sens dès qu'il y a une coupe à blanc qui est faite, dès que la récolte est faite par l'industrie forestière, ce sont les premières vivaces qui poussent. Alors, les versants d'épilobe, c'est magnifique à la vue, mais c'est l'enfer pour les reboiseurs, parce que la plante a fait 2 mètres de haut, donc on ne voit pas le sol à 2 mètres de distance. Et quand elle est en fleur, la semence est une akène avec de la soie, un peu comme la semence de pissenlit, qui s'envole avec le vent. Et nous, on la bouffe, on l'a dans les yeux, dans les oreilles et dans la bouche. Pardon. Ce livre est un peu autobiographique. C'est ce qu'on appelle un récit témoignage. Voilà. Hein? Alors, c'est... Je le recommande, là, tout à fait. Alors, c'est vraiment un microcosme d'une quarantaine de personnes, autant de filles que de garçons, qui vivent en région éloignée. Ils reproduisent les mêmes schèmes que dans les grandes sociétés. Hein? On parle d'amitié, d'amour. Ils se lient rapidement. Hein? C'est pas des communes comme telles, ça. C'est presque une commune parce que les gens, soit ils vivent en abri forestier, ou soit ils montent des campements. Alors, souvent, dans les campements, il y a des chefs qui font la manger pour tout le monde. Alors, c'est vraiment... on a l'impression d'être dans un autre siècle, parfois. On veut trouver vos livres à quel endroit? Comment on Alors, tous les livres sont tous les romans, les récits et le travail sur l'horticulture sont disponibles dans toutes les librairies, dans toutes les bibliothèques si on fait la demande. Ils ont des budgets pour les acheter. Et vous avez juste à googler mon nom puis vous allez trouver quelque chose. Sinon, écrivez-moi. Et puis, je pourrais vous offrir. On va mettre des informations sur la vidéo. Les gens vont pouvoir vous rejoindre. D'accord. Moi, j'ai fait cette entrevue à partir de ce livre que j'ai découvert sur votre kiosque, que je trouve magnifique. Et c'est une photo de vous, c'est quand vous étiez... Oui, ce qui est bizarre, c'est que c'est une maison parisienne qui a édité le livre. Et
quand ils m'ont dit, on ne connaît pas beaucoup ça, la foresterie, pouvez-vous nous envoyer des photos? Je leur ai envoyé une quinzaine de photos. Ce sont les photos qu'ils ont retenues. Et ça, c'est une photo de la grande photographe Lorraine Gilbert. Et c'est moi quand j'avais à peu près 25 ans. Un beau souvenir, quoi. Oui, c'est un beau souvenir. Je me souviens de tout, du moment, de la journée, de l'heure. Un projet futur, qu'est-ce que vous projetez en ce moment? Créativement, c'est pas plein de choses, mais là, on essaie de... Oui, mais je suis dans une autre... J'ai pris une autre voie. J'ai écrit un roman depuis 4 ans. Ah oui? Depuis 4 ans. Ah bon? Et c'est sur la colonisation au Québec, oui. Quand le conquérant britannique offrait des terres pour qu'on les développe, pour nourrir la population. Oui. Et ça s'appelle... J'ai pas de titre encore, mais c'est l'histoire des Maries. Alors là, il y a une Marie Angélique qui donne naissance à une Marie-Chloé. Et c'est toutes ces maries-là traversent les siècles, jusque dans les années 60, et les femmes ont commencé à travailler après la guerre. Mais en 1964, ils ont eu le droit à ouvrir un compte de banque. Oui. Alors, c'est un peu un livre, j'aime pas ça dire ça, mais féministe, en quelque sorte. C'est faire la promotion de nos collègues qui l'ont plus difficile. Super. En dernier lieu, je vais vous demander de nous lire un petit passage où vous projetez un petit peu... Et comme on disait, c'est un récit témoignage. Oui. Alors, c'est écrit au jeu. Alors, pas de problème. Je vous laisse le lire. Moi, pendant ce temps-là, je vais m'éloigner, puis on va mettre la caméra sur vous. Parfait. Je plante des arbres au rythme de musique du monde que je pige sur la carte mémoire de mes souvenirs. Je travaille en économisant les gestes sans m'arrêter parce que je n'ai rien d'autre de concret à faire que de planter les boutures d'arbres qui défilent de mes sacs à ma main, à la tranchée du sol fait à l'aide de ma pelle, que je referme sec d'un coup de pied. Je chante presque toujours les mêmes rengaines en jonglant avec des vers à moitié oubliés dans un milieu hostile où la cadence de production représente ma rémunération. Jouer avec la musicalité de l'esprit accroît grandement la capacité de résilience.